Donc, la première présentation sera faite par Haïda Hassan. Donc, Haïda Hassan est psychologue clinicienne et professeure de psychologie clinique à l'UQAM. Elle a de nombreuses affiliations nationales et internationales dans les domaines de la recherche, de l'intervention et du secteur communautaire. Donc, c'est la directrice et fondatrice du RPC-PREV, donc le réseau des praticiens canadiens pour la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Elle est également co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, ainsi que chercheur à l'équipe de Sherpa RAPS. Elle est psychologue consultante au sein de l'équipe polarisation sociale du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal, et elle agit comme consultante politique en matière d'intervention dans différents contextes de violence. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit plus tôt, Haïda Hassan présente un panel sur la radicalisation en ligne. Veuillez lui donner une main d'applaudissement alors que je lui remets le micro. C'est vrai, vaut mieux commencer au début parce que si vous n'aimez pas, j'aurais quand même eu mes applaudissements. Merci Sébastien. Le contenu du texte est en anglais, mais je vais faire ma présentation en français. J'aimerais aussi mentionner que Brad et Dylan feront leur présentation en anglais. Donc, si jamais c'est plus difficile pour vous, peut-être que quelqu'un dans la salle, vous pourrez vous pairer puis faire comme de la traduction simultanée, chuchoter tranquille entre vous. Mais si vous avez vraiment des besoins vis-à-vis ça, laissez-nous savoir et je pourrai voir comment je peux m'organiser pour ça. Donc, j'aimerais aussi commencer par te remercier, Sébastien, mais remercier aussi l'ensemble de l'équipe CPN-PREV qui sont ici, assis en avant. Pablo, le cordeau général, Marie-Ève, cordeau mobilisation des connaissances qui a organisé l'événement, Sarah, Daniela, Paola, Yann, merci beaucoup d'être là. Donc, je reconnais parce que tout ça, c'est rien sans la merveilleuse équipe avec qui je travaille. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est dans le réseau des praticiens canadiens, un des objectifs principaux qu'on fait, c'est des revues systématiques de la littérature. Vous entendez pas? OK. Mais en fait, je pense pas que ça marche. Ça marche, mais ça marche pas très bien. Ouais. Donc, voilà. Donc, on a plusieurs... Est-ce que vous entendez mieux, là? Oui? Oui? Non, en fait, ça marche et ça marche pas. Hein. Ça marche. OK, ben, je vais essayer de parler plus fort de toute façon. Comme ça, est-ce que derrière, vous m'entendez avec ma voix comme ça? OK, super, merci. Donc, au fait, le but principal, c'est vraiment de renforcer les capacités de la prévention et d'intervention sur le terrain. C'est vraiment un réseau qui est axé par et pour les praticiens. Ce n'est pas un réseau qui est axé pour les chercheurs. Bien sûr, des chercheurs gravitent autour, mais c'est vraiment un réseau pour les gens qui travaillent sur le terrain. Mais un des objectifs de réseau est aussi de lutter contre la désinformation, lutter contre la démagogie et aussi la rhétorique idéologique qui est très forte dans le domaine de la radicalisation violente. C'est infusé d'enjeux politiques, d'enjeux idéologiques. On n'en échappe pas. Dans tous les domaines, c'est un peu comme ça. Et l'idée de faire des revues systématiques, c'est de permettre de dire à l'ensemble de la population, quel que soit son niveau de connaissance ou de méconnaissance du domaine, qu'est-ce que véritablement les données robustes nous disent sur un sujet. C'est important de faire ça. Parce que faire ça, c'est une méthodologie extrêmement robuste, les revues systématiques. Je suis désolée, il y a un petit son au niveau de l'ordinateur. Mais ça permet de dire aux personnes, que ce soit un membre du public ou encore un décideur ou un législateur qui fait des lois qui vont influencer le quotidien des gens, à quoi est-ce que je peux vraiment faire confiance? Quelle est la mésinformation dans tout ça? Quelles sont les données manquantes? Qu'est-ce que aussi mérite qu'on mette de l'attention mais n'a jamais été évalué? Donc, quelles sont les limites aussi des connaissances sur le sujet? Et comme si vous avez déjà lu Hitchhiker's Guide to the Galaxy, William Adams a à un moment donné dit que la recherche, c'est le moyen le plus lent, le plus cher et le plus pénible pour découvrir le soudainement obvious. Hein, on le savait. Quand on fait une revue systématique, on dit, ben voilà, ça confirme tout ce qu'on savait depuis le début, peut-être, mais en effet, ça nous fait au fait découvrir des choses très importantes aussi.
Et donc, ce que j'aimerais vous présenter, c'est un peu, on fait 4 revues systématiques avec le RPC Prév. Une de ces revues-là concerne l'exposition en ligne. Vous savez, il y a eu plein de programmes, plein de financements qui ont été donnés pour des programmes de prévention en ligne. Et on disait l'Internet, c'est le grand diable de la radicalisation violente et du terrorisme. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que tout le monde qui en parle sait quel est l'état des connaissances empiriques sur le sujet? Ben, nous, on s'est intéressé à le savoir pour savoir qu'est-ce qui manque et est-ce qu'on a lieu de s'inquiéter par rapport à ce qui se passe en ligne. Et si on regarde un peu ce qui se passe au niveau, j'aimerais commencer tout de suite par faire une distinction entre les médias qu'on appelle traditionnels, donc les radios, les télés, et tout ce qui est en ligne. On sait que les jeunes et les moins jeunes aujourd'hui, nous sommes très connectés en ligne. Nous commençons même à avoir des comportements de dépendance à nos différentes technologies en ligne, à nos différentes bébelles, nos différents outils. Et on a peut-être un peu moins tendance à se connecter aux médias traditionnels. Ça ne veut pas dire que ces médias-là n'ont pas une influence quand même directe sur ce qui se passe pour nous. C'est sûr que au niveau des médias, le rôle est un peu moins grand que celui des médias en ligne. Par contre, les médias traditionnels, pendant longtemps, produisaient ce qu'on appelle, et continuent malheureusement en raison des couvertures sensationnalistes, à produire ce qu'on appelle l'effet paradoxal. Qu'est-ce qui est l'effet paradoxal? L'effet paradoxal, c'est qu'en mettant l'emphase sur des nouvelles ou une façon sensationnaliste de donner les nouvelles, en donnant beaucoup de place et un discours qui peut être alarmant autour des différents phénomènes liés à la haine ou à la radicalisation violente, cela produit l'effet paradoxal inverse qui est finalement de nourrir, de donner de la plateforme et de la publicité à ces groupes-là, à ces événements-là, et d'attirer davantage l'attention et la curiosité des gens, particulièrement des jeunes ou des gens plus vulnérables. Non seulement font ça, mais l'autre partie de l'effet paradoxal, c'est qu'elle rentre complètement dans l'intention des groupes radicalisés violents. Les groupes radicalisés violents souhaitent montrer une vision polarisée de la société, nous contre eux, ceux qui sont légitimes humanisés et ceux qui sont déshumanisés. Et quand on entre dans ce type de discours à travers les médias traditionnels, en fait, on structure la vision que la population a de ce débat de la même façon que les groupes radicalisés violents eux-mêmes structurent cette perception du débat. Le problème de la couverture sensationnaliste, c'est qu'elle crée des mythes. Elle crée ce qu'on appelle des buzzwords en anglais qui sont foncièrement problématiques. Un des mots qui me donne le plus de boutons, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est lone wolf, le loup solitaire. Ça crée une fantasmatique mystique et mystérieuse autour de ces personnes-là. D'abord, ce n'est pas un loup, c'est un être humain. Vous voyez ce que je veux dire? Et en faisant ça, ça crée un peu une image mythique et héroïque de ces personnes qui peut être très attirante pour des individus. Donc, en créant ce type de terminologie-là, elle contribue en quelque sorte à aggraver le phénomène. Lorsqu'il y a eu plusieurs couvertures de suicides sur les médias, cela a pris quelques années et il y a eu suffisamment de recherches pour documenter ce qu'on appelle le copycat effect. Aujourd'hui, il est connu en recherche en suicide que plus on médiatise des suicides, plus il risque d'y avoir par effet de copiage ou de légitimation. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de recherches solides sur le sujet dans le domaine de la radicalisation violente, mais nous avons des exemples concrets de ce qu'on appelle copycat effect, qui nous a permis de revenir vers les médias, leur dire, s'il vous plaît, attention. Plus vous donnez de l'espace médiatique, plus au fait vous alimentez la possibilité de commettre quelque chose qui est semblable par un individu qui considérait déjà l'idée de le faire. Lorsqu'on parle, maintenant je vais dévier un peu vers les médias sociaux et vers Internet plus spécifiquement.
Et ce qui est malheureux, c'est qu'avec la résurgence de la panique globale autour du phénomène de radicalisation violente, des lieux qui sont avant des lieux sécuritaires, des lieux de dialogue, des lieux de confiance, comme les écoles, comme l'université, comme les maisons de jeunes, sont devenus malheureusement des lieux où on sentait de plus en plus de surveillance. Pensez uniquement au programme Prevent en Angleterre. Le programme Prevent, et même aujourd'hui, en Angleterre, en France et dans plusieurs pays d'Europe, les enseignants dans les écoles sont tenus par la loi de détecter et de rapporter un étudiant qui serait en voie de radicalisation violente. Or, s'il y a un lieu qui devrait être un lieu de confiance pour un jeune, où il peut exprimer sa détresse, ou même remettre en question l'ordre social, sans en subir des conséquences qui sont graves, c'est l'école, c'est la famille, c'est les milieux communautaires. Donc malheureusement, en augmentant la surveillance et la suspicion que les adultes portent les uns envers les autres ou envers les jeunes dans ces milieux-là, plusieurs des jeunes et des adultes se marginalisent et se tournent vers Internet, vers les réseaux sociaux, vers les groupes sociaux pour aller partager cette opinion qui peut être perçue comme étant non politically correct, marginale, problématique. Le problème, c'est que souvent quand on se tourne vers ces réseaux-là, on crée ce qu'on appelle un echo chamber, c'est-à-dire on crée un espace psychique et social qui ne fait que confirmer et nous amener encore plus loin et plus profondément dans ces croyances que nous avons. Donc, en se fondant sur les revues systématiques, et je ne vais pas vous ennuyer avec les détails méthodologiques d'une revue systématique, mais je vais vous demander de connaître que les détails méthodologiques sont essentiels à une étude qui est robuste. Et donc, je vous conseille d'aller lire l'article est publié, on peut vous l'envoyer. Le RPC Prev a un site web, vous trouvez les documents là-dessus. Qu'est-ce que les faits nous disent sur ces différentes hypothèses que je viens de mentionner? D'abord, je vais juste simplement vous expliquer pourquoi une revue systématique est très importante. Parce qu'une revue systématique, au fait, permet de recenser de manière très détaillée tous les niveaux de connaissances qui existent, et non pas juste les connaissances, on va dire, c'est pas juste les articles quantitatifs et c'est randomisé, c'est aussi les études de cas, les articles qualitatifs. On regarde aussi, ça permet de classifier, OK, combien, si je sors 5000 écrits sur le sujet, ben une revue systématique, ça permet de me dire qu'il y a 4000 qui sont que des textes d'opinion. Donc, je ne peux pas me fier là-dessus. Je peux m'intéresser, je peux regarder ce qui est dit, les opinions, c'est valide. Mais est-ce que c'est fiable sur le processus d'un individu X qui est exposé et puis après qui commet quelque chose ou qui y pense? Non. Donc, les revues systématiques permettent vraiment de recenser tout ce qui est écrit sur un sujet et de qualifier la validité méthodologique, empirique, etc. des données et de nous dire donc en quoi on peut faire confiance en termes de résultats. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que l'exposition à du contenu extrémiste violent en ligne rend la personne davantage vulnérable à adopter des attitudes ou des comportements extrémistes violents? Je passe la méthodologie simplement pour vous dire, je passe un peu cette figure rapidement, mais pour vous dire que ce qui est surprenant, c'est lorsque vous cherchez la littérature et vous sortez à peu près combien d'articles? 5099 écrits sur le sujet et que vous vous ramassez avec 10 études véritablement fiables, ça vous apprend déjà, je pense qu'on peut retourner à un politicien ou un bailleur de fonds pour lui dire « Attention, je ne sais pas les différents programmes que tu as subventionnés, regarde avant ce qui est dit sur le sujet, avant qu'on pense. » Je vous donne un simple exemple. À un moment donné, on a massivement subventionné ce qu'on appelle les contre-discours. Maintenant, on découvre que les contre-discours peuvent avoir un effet qui nourrit davantage le phénomène, au fait. Bon, attendons, respirons un peu et voyons ce que les données nous disent sur le sujet. Donc, au fait, il y a uniquement 11 études empiriques sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît rien.
parce que ces 11 études peuvent quand même nous renseigner sur le phénomène, et à partir desquelles on peut partir avec nos théories qu'on a développées sur le sujet et voir comment on peut évoluer vers quelque chose qui est faisable en termes de prévention. Donc, au fait, pour les détails, simplement pour vous dire qu'il y a 6 études quantitatives, 5 qualitatives. Les études se sont concentrées sur 3 sortes, on va dire, de radicalisation violente. Ce qu'on appelle, et ça me tape sur les nerfs aussi ce terme, le djihadisme, parce que le djihad, c'est pas ce que Daesh et Al-Qaïda font, même s'ils adoptent ce terme-là et l'utilisent. C'est un terme qui est très différent et qui est religieusement inscrit dans une longue tradition en islam. Mais bon, donc l'extrémiste, on va dire, islamiste de certains groupes, l'extrême droite violente ou les groupes qu'on va appeler néo-nazis ou suprémacistes blancs ou autres, et la gauche extrême violente. Au fait, je vais passer vite et je vais vous dire quelles sont les conclusions de ces études-là. Ces conclusions nous disent que le fait d'être exposé à du contenu en ligne extrémiste ou violent ne va pas nécessairement susciter des réactions d'empathie envers les personnes qui sont extrémistes. Par exemple, si on est exposé à une vidéo qui raconte l'histoire, ou c'est par exemple les personnes qui ont fait l'attentat à Christchurch en Nouvelle-Zélande qui racontent leur histoire et leur trajectoire. Ça ne sollicitera pas nécessairement de l'empathie de notre part. Par contre, certains individus qui se retrouvent en situation de vulnérabilité sociale ou de sentiment de non-appartenance ou en raison d'un rapprochement culturel ou linguistique vont ressentir de l'empathie face à l'histoire de cette personne-là. Donc, il y a déjà un engagement émotionnel qui s'établit dans le discours. Et c'est là où la porte vers le cognitif commence à s'ouvrir, au fait. Au niveau des attitudes radicales, ces études nous indiquent que le fait de consulter des sites extrémistes ou d'être exposé à des messages extrémistes violents en ligne, au fait, influence nos attitudes. Donc, on va avoir tendance, évidemment, ce qui s'applique à un échantillon ne s'applique pas à la population générale, mais dans ces études, les personnes qui ont été exposées à des contenus extrémistes violents en ligne exprimaient des attitudes par la suite qui étaient davantage extrémistes ou davantage violentes. Comme j'ai expliqué aussi, interagir avec des idéologies extrémistes violentes crée cet effet de chambre à écho, c'est-à-dire une chambre où on ne fait que confirmer et se plonger de plus en plus loin dans cette idéologie et s'y intéresser. Et plus on s'y intéresse, plus on plonge et plus on est exposé, plus on adopte finalement ces attitudes et ces discours-là. Ce qui est aussi très intéressant, et c'est ce qui vient documenter le problème des contre-discours, c'est que les études démontrent que lorsqu'on est exposé à des attitudes et des opinions contraires et confrontantes, on a une réaction défensive et cela peut nous rendre encore plus accrochés à nos attitudes extrémistes violentes. Donc, la confrontation, le rejet, la condamnation, dans l'absence d'une relation de confiance, peut avoir exactement l'effet inverse sur l'individu et l'affirmer davantage dans l'importance de ses croyances. Au niveau des comportements extrémistes, en réalité, si vous regardez rétrospectivement la majorité des personnes qui ont commis des attentats terroristes, que j'ose dire de Alexandre Bissonnette jusqu'à plein d'autres personnes partout, ont été exposés à un discours violent en ligne ou ont utilisé les ressources en ligne pour s'inspirer ou pour planifier l'attaque. Les études nous montrent également que l'exposition en ligne à un contenu extrémiste violent peut conduire à des comportements extrémistes violents. Donc, mettre la personne davantage à risque de commettre un comportement violent, particulièrement chez les individus qui recherchent activement ce contenu. Donc, au fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des études qui ont comparé l'exposition passive,
Donc, je suis en ligne, je me promène, je découvre ça. Un ami me dit « check ce site web », je regarde ça. Versus, je suis activement en ligne et je suis en train activement de chercher de l'information, de chercher du site web. Déjà ça vous montre le niveau d'engagement qui est complètement différent. Ça va de soi, c'est du sens commun, mais voilà. C'est ça la recherche. Elle vient confirmer notre sens commun dans beaucoup de situations. Ce qui est important toutefois, c'est de comprendre, avant que je passe, et tu contrôles le temps, j'espère, parce que je peux parler sans arrêt, on me connaît, c'est de comprendre que par contre, aucune étude ne démontre de cause à effet. Pourquoi? Parce qu'en sciences humaines, c'est extrêmement difficile. Il y a des raisons éthiques aussi qui rendent la chose difficile, mais aussi parce que il y a plein d'autres variables de la vie personnelle, de la vie sociale de l'individu qui entrent en jeu, qui fait à un moment donné, une personne va déraper vers un acte violent versus non. Okay? Donc, la réalité est beaucoup plus complexe. Ce que je vous présente, c'est une partie du puzzle qui est celle de la vie en ligne de la personne. L'autre réalité qui est importante, c'est que anciennement, c'est drôle de dire ça, l'histoire du en ligne n'est pas très ancienne, mais dans le début de l'histoire du en ligne, on pensait qu'il y avait une différence entre la vie en ligne et la vie hors ligne de l'individu. Aujourd'hui, on ne fait plus cette différence-là. On sait très bien que ce qui se passe en ligne influence intimement ce qui se passe hors ligne et vice-versa. Donc, c'est des phénomènes qui se nourrissent mutuellement. Cette division ne tient plus. On ne peut plus théoriser des modèles qui séparent notre vie en ligne de notre vie hors ligne. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Pour les individus à risque, Internet et les médias sociaux, ou les discours extrémistes violents sur Internet et les médias sociaux, constituent des facilitateurs qui, en combinaison des facteurs de la vie externe vulnérabilisants, peuvent faire glisser la personne dans une trajectoire qui est violente ou vers un comportement violent. Donc, à notre première question, est-ce que l'exposition en ligne influence? La réponse est, dans l'état actuel des connaissances, oui. Le fait d'être exposé en ligne à du contenu extrémiste violent peut mettre une personne à risque, ne cause pas, mais peut augmenter le risque d'un agir violent. Pour les individus moins à risque d'agir violent, l'exposition à du contenu extrémiste en ligne ou de la propagande va provoquer des effets qui vont, eux, constituer des facteurs de vulnérabilité plus tard pour la radicalisation violente ou pour les difficultés en santé mentale telles que les traumas vicariants. Aujourd'hui, les groupes extrémistes violents ou les individus qui commettent des actes violents ont compris, et ce n'est pas ma phrase, que le terrorisme, c'est du théâtre. C'est-à-dire qu'une des plus grandes forces de frappe, c'est l'image. C'est l'effet de l'image sur la population. Et plus cette image est brute et violente, plus elle a un effet qui est fort sur la population. Or, un enfant de 12 ans qui voit des attentats, vous imaginez l'effet potentiellement traumatique et le besoin de chercher des réponses à ce qu'il est en train de voir, à ce qu'il est en train d'entendre. Un exemple très simple qu'on voit les cliniciens, et Anouché, tu es là, Richard, de l'équipe clinique à Montréal, l'équipe polarisation sociale. Un exemple très simple, je fais du bénévolat avec un groupe de femmes et une maman me dit à un moment donné, mon fils ne veut plus que son père aille à la mosquée parce qu'il a peur que quelqu'un rentre et le tue. Bon, on peut imaginer aussi, mon fils ne veut plus que maman aille à l'église ou à n'importe quel autre espace où c'est produit. Qu'est-ce qu'on dit à cet enfant de 9 ans qui a peur en fait? Comment est-ce qu'on adresse cet effet traumatique de l'exposition en ligne? Donc, hors la question de la radicalisation violente, cette imagerie et ces discours en ligne ont un effet problématique en termes de santé publique plus généralement. Et c'est une question sur laquelle tout le monde qui est concerné par la santé publique doit s'attarder et doit penser à la prévention. Ce qui est intéressant, c'est que, et je ne suis pas la seule à le dire, mais l'exposition en ligne, ou on va dire le recrutement en guillemets en ligne, n'est pas un processus de recrutement. C'est un processus de conversation. C'est un processus de relation. C'est un processus de lien. Comment cela se passe?
Eh bien, en effet, le besoin d'extimité des jeunes et des moins jeunes, le concept d'extimité, c'est le fait qu'on est prêt à partager sur Facebook et en ligne des détails de notre vie privée qu'on n'est même pas prêt à partager avec notre mère. Ce qui nous rend beaucoup plus vulnérables finalement à un espace d'amitié potentielle, c'est bien, mais aussi de bullying, de harcèlement, de violence et de ce qu'on peut appeler des conversations qui nous mènent vers des trajectoires un peu plus à risque. Et donc, ce qui fait que cela rend, ce principe d'extimité fait en sorte que notre vie privée est accessible. Et elle devient l'attache par laquelle la conversation commence avec le recruteur, entre guillemets. Et l'idéologie violente, surtout lorsqu'on n'est pas dans la recherche active, c'est quelque chose qui va venir beaucoup plus tard. Il est rare que Atalante recrute dans la rue en présentant son idéologie. Mais autour d'une bière, de parler de, je ne sais pas moi, de soccer, de football ou de problématiques internationales, c'est là où les choses se passent, c'est là où les choses arrivent. Donc, c'est un processus de conversation avant tout. Et cette conversation crée un sentiment d'appartenance, surtout lorsque l'individu est en situation de désaffiliation sociale, de non-appartenance ou de crise d'appartenance, où il y a une remise en question de la solidité de ses propres liens sociaux dans la vie réelle, entre guillemets. Et là, on entre finalement dans un monde duquel il devient quasi impossible de sortir parce qu'on y laisse une partie de nous-mêmes et parce qu'il y a un prix à payer par la suite pour y appartenir. Et par la suite, vous le connaissez, le processus de désensibilisation à la violence, de déshumanisation de l'autre, les processus de ce qu'on appelle en anglais de othering, donc tout ce qui est l'autre, de projection, si je veux parler en psychodynamique, de tout ce qu'on a de violent en nous-mêmes vers l'autre, et c'est l'autre qui devient le violent, qui est menace, qui est une menace pour nous, pour la survie de nous-mêmes, du soi ou de notre propre groupe. On ne peut pas parler de faits sans parler de problèmes avec les faits. Je vais m'arrêter, il y a beaucoup plus il y a une plus grande partie de ma présentation qui touche, je vais passer plus rapidement, qu'est-ce qu'on fait sur le policy. On a fait également exprès que je présente en premier parce que ma partie, c'est la plus ennuyante. Vous allez voir. Dylan et Brad vous allez être comme ça accrochés à vos chaises. Et donc, il y a comme un crescendo dans la chose. Le crescendo, il est égal ici et il commence très lentement de mon côté. Mais sans parler de problèmes avec les faits, c'est quand même important de savoir les grandes limites qui existent. La majorité des limites qui existent, c'est qu'aujourd'hui, les études sont rarement ancrées dans un modèle théorique, rarement ancrées dans un modèle conceptuel. Il y a 200 définitions différentes de ce qui est radicalisation violente, et ça, c'est une problématique majeure dans le phénomène. Et aussi, les études ont des limites méthodologiques importantes qu'il faut reconnaître, le problème d'échantillonnage, les problèmes éthiques aussi, on ne peut pas surveiller le comportement d'individus en ligne, donc les échantillons sont forcément un peu biaisés. Au fait, on peut, mais les chercheurs, on ne le fait pas. C'est la job de Big Brother qui fait ça et qui utilise différemment. Mais en recherche, il y a la question éthique autour et je ne veux pas utiliser le terme Big Brother, ça c'est un autre buzzword qui crée comme une sorte de fantasmatique paranoïde, là. Mais on sait qu'on est capable de surveiller quelqu'un en ligne si on le veut et qu'on en a les moyens. Le manque aussi de groupe contrôle, etc. Au fait, ce qui est très important, c'est que les études futures devraient avoir des modèles conceptuels plus forts, pas uniquement pour nous permettre de savoir si le contenu en ligne influence, mais comment, par quel processus est-ce que cette influence a lieu et sur quel processus on peut donc agir. Si je peux passer rapidement, si j'ai un peu de temps, je vais vraiment passer très rapidement pour vous parler un peu, je vais parler au niveau macro, c'est-à-dire au niveau policy, au niveau des législateurs. Ça tombe bien parce qu'au Québec, on est quand même traversé par deux débats qui sont très importants, dont aussi le débat autour de la charte qui revient à travers la loi et qui suscite beaucoup de passion et beaucoup de discussions et de dialogue. C'est bien que ça suscite du dialogue. Sachons maintenant vraiment dialoguer et pas entrer dans les polarisations réciproques.
le délicat des législateurs ou du côté politique, c'est comment créer cet équilibre où on protège la vie privée et le droit de l'individu, mais on s'assure quand même que la population et les individus sont en sécurité, envers eux-mêmes et envers autrui. Il est très important de savoir que la surveillance ou la censure ne fonctionne pas. Au fait, la censure, comme dans certains pays ou comme ici, produit l'effet inverse qui est ce qu'on appelle le recul des gens vers ce qu'on appelle un autre buzzword, le dark web, ou ce qu'on appelle l'Internet. Comment on appelle en français le dark web? Dark web, le dark web. Okay? Donc, au fait, et dans le dark web, il se passe des choses qui vous changeront à vie. Et comme dit Vivek, je ne vous conseille pas d'y aller si vous ne voulez pas ouvrir une boîte de Pandore. Et donc, malheureusement, les individus vont vers des sites qui ne sont plus accessibles et il n'y a plus aucune forme, finalement, de censure. Non seulement de censure, je ne parle pas de censure étatique, je parle de censure surmoïque. La censure interne, de dire c'est pas possible que ça soit du matériel auquel un être humain est exposé. On essaye, le problème avec la surveillance, c'est que c'est fait, mais c'est très coûteux, c'est très boiteux et ça produit des effets extrêmement stigmatisants lorsqu'on commence à surveiller des communautés sur la base, par exemple, de leur âge ou de leur appartenance religieuse ou ethnique, sans qu'il y ait empiriquement de justification qu'il s'agit réellement de communautés qui ont un bassin d'individus à risque. Ils ont un bassin d'individus pensés, crus, perçus arbitrairement à risque, mais pas en réalité plus à risque que les autres bassins des individus ou des sociétés. Donc, au niveau des médias traditionnels, nous essayons de les voir et de les rencontrer pour se pencher sur la pratique. Ça ne marche pas. Il y a une très grande résistance et il y a une très grande complexité. La première est financière. Aujourd'hui, la majorité des médias traditionnels vivent par la cote d'écoute. La cote d'écoute est malheureusement attirée par le sensationnel. Les journalistes eux-mêmes souffrent de cette situation. Parfois, eux-mêmes se trouvent incapables de publier tel qu'ils auraient aimé, voir leur texte ou leur image publiée. Et donc, il faut véritablement qu'on ait un discours qui devient très sérieux à ce moment-là avec les médias et qui implique des structures de gouvernement. Ça ne peut pas juste être nous, les chercheurs. La question des médias sociaux, je sais que les grandes compagnies comme Google ont une partie où ils censurent, c'est-à-dire une fois que quelque chose est en ligne, ils l'enlèvent. Il y a déjà des politiques par rapport, par exemple, au contenu pédophile. Bon, là, on essaye de développer des politiques au contenu violent en général, il y en a, puis là, on essaie contenu plus radicalisé, violent. Mais ce qu'on peut faire avec les médias sociaux, on ne peut pas enlever le contenu extrémiste violent en ligne. Il y a plus de 1000 sites haine juste sortant des États-Unis. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser les médias sociaux comme un moyen de bâtir la paix. Donc, comme un moyen d'exprimer sa citoyenneté autrement, exprimer sa solidarité autrement, par des moyens positifs qui n'auront jamais autant d'impact, malheureusement, s'il y a un seul. Ce qu'il faut faire, c'est décentraliser et multiplier de manière énorme les approches sur les médias sociaux. Plein de tout petits projets faits par plein de personnes dans la société pour que ça ait véritablement un effet qui est plus fort. Au niveau de... Bon, je vais passer ça parce que je ne veux vraiment pas prendre trop de temps. Au niveau des social media networks, ce qu'on peut faire, c'est vraiment sensibiliser. Donc, à date, si vous regardez Google, Google enlève des sites. Il n'y a pas d'autres partenariats très forts, à ma connaissance, entre Google, YouTube et d'autres groupes citoyens ou groupes professionnels ou non professionnels pour bâtir des projets. Ça commence, mais c'est très lent. Le processus est très lent. Facebook, je pense un peu plus, mais il y a plein de gens qui vont remettre en question Facebook en disant Facebook, les
réseaux de surveillance, ils ont accès à Facebook, donc est-ce qu'on est surveillé quand on fait ça? Bref, donc il faut aussi adresser les inquiétudes légitimes et ou parfois un peu plus paranoïdes des individus par rapport à la question de la surveillance. L'un des problèmes majeurs, c'est que l'argent en termes de prévention reste dans les mains soit des chercheurs, soit des plus grandes organisations. Et il est très rare que les communautés, les grassroots qu'on appelle, qui sont ancrées dans leur communauté, les personnes qui sont légitimes à l'intérieur de leurs groupes sociaux, reçoivent du soutien et du financement. Bon, je ne vais pas paraître faire une publicité, mais je pense que le Community Resilience Fund du Canada Center de Public Safety, Stéphanie, vous êtes là, merci, va ancrer un peu plus vers une politique de essayons de financer les approches communautaires finalement. Essayons de financer les projets qui partent des communautés, qui partent des jeunes. J'espère que ça va répondre à cet objectif que ce fonds-là s'est mis. Il y a autre chose aussi qu'on peut faire et qui est beaucoup fait dans le contexte de guerre. Tout ce qu'on appelle le Media Information Literacy, c'est-à-dire développer l'esprit. Dans les écoles aujourd'hui au Québec, il n'y a pas de programme sur le développement de la littératie critique Internet et médias sociaux. Ça ne fait pas partie du programme de ministère de l'Éducation. Je comprends parce que la majorité d'entre nous et qui sont dans le ministère ont 40 ans et plus. Mais nos jeunes, eux, ils connaissent, c'est des natifs des médias et d'Internet. Et je crois personnellement que peut-être les ministères de l'Éducation au Canada doivent commencer à intégrer à l'intérieur de leur cursus scolaire la littératie critique des médias. La littératie critique des médias, ça ne veut pas dire développer la capacité de quelqu'un de naviguer sur les médias. Ça veut dire développer leur compréhension de l'impact de l'exposition et l'impact de leur comportement en ligne sur leur santé mentale et sociale. C'est ça la littératie critique, c'est apprendre à nos enfants qu'est-ce que ça veut dire quand tu mets une photo de toi sur Facebook. Qu'est-ce que ça te fait quand tu reçois tel ou tel message et comment tu peux faire pour prévenir ou adresser ces messages qui sont haineux ou moins te mettre à risque de recevoir ces messages-là. Ça, je vais passer parce que j'ai simplement dit qu'on peut s'inspirer d'approches plus nationales, plus mondiales. Au fait, sur les médias literacy, on n'a pas besoin d'inventer la roue. Il y en a des programmes qui existent déjà, qui ont été développés, qu'on peut voir comment on peut adapter dans notre contexte au Québec ou un peu ailleurs. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est d'aboutir finalement à l'objectif principal et primordial du réseau des praticiens canadiens, qui est en réalité de joindre nos capacités et nos forces dans une solidarité citoyenne. Et puis, je le dis sérieusement, je veux dire, je veux pas faire mais finalement, je le dis tout le temps, puis les gens m'entendent 10 000 fois le dire. Je suis née au Liban, j'ai vécu 18 ans de guerre civile. Et pendant 18 ans, je me suis toujours dit, qu'est-ce que c'est facile d'être solidaire. Mais pourquoi on ne le fait pas? C'est vraiment facile de se mettre ensemble de réunir nos forces de praticiens, nos forces de légistes, nos forces de législateurs, nos forces d'enseignants, etc. Nous avons les moyens au Canada, on est un des pays les plus riches au monde. Nous avons les moyens technologiques, professionnels, structurels, géographiques, sociaux, tout ce que vous voulez, pour bâtir des réseaux très solides, pour protéger finalement notre paix sociale. Vous allez me dire que je suis complètement grandiose et mégalomaniaque. Oui, j'ai de la pensée magique et j'aime rêver, mais c'est un des objectifs du réseau des praticiens canadiens, ne serait-ce de renforcer les capacités des praticiens sur le terrain pour lutter contre la polarisation sociale avant d'arriver à l'événement extrême qu'on souhaite tous, au fait, prévenir, entre guillemets. Donc, je m'arrête là-dessus. Je vous remercie de votre écoute. Je ne sais pas si vous avez des questions, puis après, on va passer à...